Bonjour à tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le bilan lecture de mon mois d'octobre. Alors, ça a été très mitigé, il y a eu à la fois des gros coups de cœur et à la fois des lectures mais éreintantes. Ouais, je pense que c'est le mot, éreintantes. Il y a eu quelques trucs un peu bof, mais en fait ça a surtout été, j'ai l'impression, les deux opposés quand j'y pense dans ma tête. Bien que, en re-regardant ma pile, je me dis il y a quand même eu des livres qui étaient plutôt pas mal sans être non plus des coups de cœur. Mais voilà, il y a quand même eu du très pas bon, pour moi en tout cas, et du gros coup de cœur. Donc on va commencer avec les livres que je vous ai déjà chroniqués dans l'update lecture sur lesquels je reviendrai très rapidement. Je vous laisse avoir mon avis dans cette vidéo, mais vu que c'est un bilan, il faut juste que j'en parle un tout petit peu. Le premier livre que j'avais lu, il s'agissait de Phobos, le premier tome de Victor Dixon. C'est un space opéra avec sous fond de bachelor que j'ai bien aimé mais qui n'a pas été un coup de cœur du tout parce que tout simplement je détestais le personnage principal et j'ai trouvé quand même quelques clichés au niveau des personnages, bien qu'on soit sur une émission de dating, donc finalement en fait c'était tout à fait crédible, mais voilà, ça n'a pas été le coup de cœur comme j'ai pu avoir sur la saga Vampiria par exemple. Ça a été une bonne lecture mais sans plus, voilà, juste c'était sympa, c'était bien mais pas incroyable. Bien que j'adore l'auteur, j'adore son travail de recherche, même dans ce livre, j'adore toute l'intelligence qu'il a et qu'il met dans ses ouvrages, mais l'histoire en elle-même m'a pas convaincue à 100%. Ensuite j'avais lu Un mariage royal de Alison Moncler chez 10-18, c'était la lecture du Cozy Mystery Book Club et là aussi ça n'a pas été une grande réussite. Enfin, Phobos, c'est pas que ça n'a pas été une grande réussite, mais ça a vraiment pas été une grande réussite. J'avais adoré le premier tome, Le bureau du mariage idéal, mais ce Cozy Mystery n'a pas tenu ses promesses pour moi parce qu'il nous annonce de la famille royale et au final on est complètement à côté de tout ça, que les intrigues secondaires concernant les personnages n'ont pas du tout de place et que au final c'est un livre sur un grec que personne ne connaît et qu'on sait pas trop ce qu'il a fait et il y a des micmacs et plein de choses qui parasitent un petit peu l'enquête principale. Du coup voilà, j'ai pas été convaincue. J'espère que le troisième tome renouera avec ce qui m'avait fait adorer le premier tome, mais ce deuxième tome avait été une déception. Ensuite j'avais lu en audio Les 2 milieux de la vie de Laure Manel, publié chez Michel Lafon, et là j'avais été aussi un petit peu mitigée parce que bien que j'avais bien aimé le fait que certains sujets très durs soient abordés, le comportement de l'héroïne, enfin du personnage principal, m'avait un petit peu déplu. Je la trouvais très égoïste, bien que ça s'atténue avec la fin et qu'elle prenne un petit peu conscience de ce qu'elle est, mais du coup voilà, j'ai pas eu d'attachement vraiment pour son histoire et pour elle, bien que j'en conçoive le style est vraiment sympa et que les thèmes abordés sont bien creusés, il n'y a pas de clichés, c'est très bien réalisé, mais l'histoire de base ne m'a pas émue, voilà. Et puis en plus j'ai trouvé que sur Audiolib, le problème c'est que les chapitres étaient très courts et qu'il y avait des musiques entre chaque chapitre, mais du coup il y avait trop de musique, c'était beaucoup trop présent et ça j'ai pas été très voilà, ça m'a un peu dérangée. Et enfin dans mon update lecture, vous avez parlé de L'Empire du Vampire de J. Christophe que j'ai fait dédicacer, qui avait été the coup de cœur vraiment, et je pense que bien qu'il y en ait deux qui soient pas très loin derrière, j'ai un trio de tête inégalable là ce mois-ci. Il y a 3 livres qui vraiment se distinguent des autres en matière voilà, d'appréciation, d'être à fond dans l'histoire, de coup de cœur. Il y a 3 livres, en fait j'ai eu 3 coups de cœur et après le reste c'était... voilà. Donc pas difficile hein, de faire le top 3 ce mois-ci, en fait tout simplement. D'ailleurs normalement au moment où vous voyez cette vidéo, je vous ai fait un réel sur mes top 3 sur Instagram. Celui-là c'est le top 1, incontestable. Voilà, c'est une histoire que j'ai adorée, une réalisation qui est incroyable, l'auteur se réinvente tout en donnant des vibes uniques qui sont vraiment sa plume, on le reconnaît, les personnages ils sont creusés, ils sont vraiment complexes. La triple narration au niveau du temps fait que du coup on s'ennuie pas, que c'est très rythmé comme narration alors que finalement ça s'étale sur des dizaines d'années. Mais voilà, ça a été vraiment the coup de cœur, c'est mon livre préféré du mois d'octobre et je pense que c'est un de mes livres préférés de l'année entière. Voilà, c'est vraiment gros coup de cœur. J'ai quand même un attachement particulier pour le premier tome de Nevernight qui m'a fait découvrir J. Christophe, mais je sais pas si on enlève en fait ce facteur émotionnel, si
je préférerais pas l'Empire du Vampire à Nevernight. Mais il y a ce facteur émotion qui fait que je suis un peu partagée. Mais voilà, ça c'était the coup de cœur du mois. On va passer du coup au livre que je ne vous ai pas chroniqué encore. Et le premier, je vais aller très rapidement dessus, il s'agit du dernier jour d'Arthur Roger des éditions Le Gros Caillou. C'est une maison d'édition lyonnaise qui vient de commencer et qui a publié ce premier roman pour commencer en fait son travail éditorial. Ils m'ont invité à la soirée d'inauguration, ils m'ont donc offert le livre qui me donnait très envie puisque c'est un thriller qui se passe sur 24 heures, une chasse, une course-poursuite en fait contre le temps d'un Lyonnais qui voit sa femme assassinée un matin et ses enfants enlevés et il va devoir tout faire pour récupérer ses enfants malgré la peine, malgré la douleur. Et franchement avec Maud, quand on a vu le pitch, on s'est dit ça va être trop bien, on va le lire ensemble et tout. Et là où je vous dis que j'en parlerai pas longtemps, c'est que c'est une petite maison d'édition qui vient tout juste de commencer, que j'ai pas envie de les enfoncer et de les dénigrer. Mais je suis obligée de vous donner mon avis honnête et de vous dire que je n'ai pas du tout aimé ce roman. Je l'ai trouvé très limite sur certains aspects un peu sexistes, notamment. Pas que aussi, le fait que tous les personnages soient blancs sauf l'homme de ménage qui s'appelle José, enfin voilà, il y a des choses qui m'ont vraiment dérangée et qui m'ont vraiment fait tilt. Il y a aussi, en fait je suis obligée de vous le dire, ça me fait mal au cœur parce que c'est une maison qui vient de commencer, qui se lance, mais je peux pas laisser passer certaines choses, comme le fait que toutes les femmes sont décrites selon leur ligne, et que quand elles ont des grosseurs, enfin des rondeurs, on dit qu'elles s'assument quand même malgré ça, mais il n'y a pas de malgré ça en fait. Enfin, et plein de trucs voilà, qui sont très limites et qui ne passent pas avec moi. L'intrigue quand même était sympa. Je pense que si on occultait tous ces éléments là, ça aurait pu être une lecture sympa, mais avec moi ça passe pas ce genre de choses. Ça passera peut-être avec d'autres personnes, mais moi ça l'a pas fait du tout. Il y a eu trop de moments où je me suis dit non, ça c'est plus possible en 2022 d'écrire ce genre de choses. Donc voilà, désolée, ça me fait mal au cœur, j'aime pas dénigrer du tout. J'aime pas dénigrer, surtout quand ce sont des petites maisons d'édition ou des auteurs qui commencent, mais il fallait que je vous donne un avis honnête. Je suis là aussi pour donner mon avis honnête et pas seulement dire quand ça va bien. Et voilà, je m'éterniserai pas plus parce que voilà, j'en ai même pas parlé sur Instagram, je voulais juste faire une petite aparté dans cette vidéo et c'est tout. Voilà. Ensuite, j'ai lu Personne n'oubliera de Caroline Corcoran, publié chez Hauteville, que j'ai reçu en service presse. Je remercie les éditions Hauteville de m'avoir envoyé ce livre, puisque je ne l'ai pas aimé. Non mais je vous dis, ça a été... Là il y a eu un petit moment de flottement dans ce mois d'octobre où vraiment ça a été terrible. Il s'agit en fait de l'histoire de Scarlett qui... Et c'est au moment où j'allais vous faire le résumé que je me rends compte que je vous en ai déjà parlé. Donc de ce livre, je l'ai lu un petit peu avant, du coup je me suis un petit peu embrouillée dans les dates. Mais je vous en ai déjà parlé dans le update lecture et je vous racontais cette histoire d'une femme qui voit sa vie bouleversée parce que toute son entreprise reçoit une sextape en fait d'elle quand elle était plus jeune. Et voilà, il y avait des éléments sympas, mais j'ai trouvé que ça manquait cruellement de suspense et que l'héroïne était insupportable puisque elle était très autocentrée, elle refusait toutes les mains tendues vers elle et voilà, j'ai eu vraiment du mal avec cette lecture. Et en plus vraiment j'ai trouvé que ça manquait de suspense, il manquait un mort, un délit, voilà, un truc qui serait un peu plus tangible. Alors que là, c'est juste une pain bêche en fait qui malheureusement pour elle, hein, voit sa vie un petit peu s'effriter devant elle, mais presque on a l'impression elle cherche même pas vraiment à savoir ce qui se passe. 2-3 trucs, elle appelle 2-3 personnes, elle voit 2-3 personnes pour essayer de comprendre. Mais il n'y a pas de vrai travail d'enquête, il n'y a pas de suspense, on se dit pas... Oh, et puis en plus c'est assez évident quand même. Déjà on sait en fait dès la première page que c'est une de ses 4 copines, donc... Voilà, il y a très peu de suspense et c'est ça qui fait que ça n'a pas été une lecture concluante pour moi malheureusement. Merci quand même aux éditions Hauteville de me l'avoir envoyé pour me permettre de donner un avis sincère sur cette lecture, mais voilà, ça n'a pas été... voilà. Et on continue avec les lectures très moyennes puisqu'il s'agit d'un abandon de Violet Made of Thorns de Gina Chen. J'ai complètement abandonné cette lecture en fait, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. En fait on va suivre une jeune fille qui a des prophéties mais qui en fait dit un peu n'importe quoi.
Elle a quand même quelques prophéties, mais à un moment on lui demande une prophétie sur le fils en fait du roi qui doit prendre une épouse, et elle invente un machin comme quoi une fois qu'il sera rentré de son voyage en gros il trouvera une épouse, sauf qu'en rentrant elle est toujours célibataire, et elle essaie de manier un peu les mots en disant non mais son voyage ce n'est pas qu'un voyage physique, ça peut être un voyage spirituel, blablabla, et finalement elle finit par en fait débloquer une espèce de malédiction, mais vraiment elle a une prédiction en fait sur limite la fin du monde quoi. Et voilà, et j'ai pas du tout été embarquée dans cette lecture, je me suis ennuyée, je sais même plus exactement où je me suis arrêtée, ce qui se passait à ce moment là, juste ça l'a pas fait, je me suis sentie très comme dans un young adulte très bateau et classique, un vieux young adulte en fait, et j'ai pas réussi à accrocher, donc voilà. Heureusement le cercle du bof on va dire hein, s'est arrêté, puisque j'ai lu ensuite le remake de Clay McLeod Chapman publié chez Pygmalion, que la maison d'édition elle a eu la gentillesse également de m'envoyer. Pygmalion, ça fait un petit moment que je chronique leur parution et pour l'instant ça se passe bien, je n'ai pas encore eu de déception, ce qui est assez fou en fait quand on y pense, parce que peut-être aussi je choisis des titres qui me plaisent et que je sais que je vais aimer, je sais pas. En même temps personne n'oubliera de Caroline Corcoran, en soi ça pouvait me plaire, mais juste voilà ça ne l'a pas fait. Mais là je me suis régalée, ça m'a redonné goût un petit peu à la lecture. On va suivre en fait une petite fille qui s'appelle Amber et qui est embauchée pour jouer une petite fille qui s'appelait Jessica à l'époque. Une petite fille qui a vécu dans les années 30 en fait, et où sa mère et elle étaient considérées comme des sorcières jusqu'au jour où elles ont été brûlées sur un bûcher. Et en fait il y a une petite légende urbaine autour de tout ça, comme quoi Jessica elle reviendrait hanter la ville, blablabla. Et un jour il y a un jeune garçon, qui devient un jeune homme d'ailleurs, qui est un petit peu obsédé par cette histoire et qui va faire un slasher, un film d'horreur. Et il embauche donc Amber pour jouer la petite Jessica, sauf que au cours de ce tournage il va se passer des choses très étranges et elle va être un petit peu hantée par justement Jessica. Et plusieurs années plus tard on la retrouve quand elle est vieille et qu'elle est complètement au bord au fond du trou en fait, vraiment cette histoire l'a complètement chamboulée, traumatisée, elle est addicte, elle va pas bien du tout, et il y a un remake qui est prévu et là on lui demanderait de jouer la mère de la petite fille, voilà. En gros c'est le pitch, et ce n'est pas du tout mon préféré ni de Pygmalion ni mon livre préféré tout court. Mais c'était une lecture vraiment divertissante, je trouvais que pour la période ça allait vachement bien, et surtout j'étais super contente parce qu'au début j'avais un petit peu peur, pour être très honnête, d'avoir peur, parce que faut le savoir, je suis une vraie trouillarde, mais alors vraiment hein, si je regarde des films qui font peur, je vais pas être bien hein, clairement après, je vais avoir du mal à m'endormir, voilà je vais y repenser, ça va... J'ai toujours été très trouillarde, et là il y a pile la dose pour moi, alors du coup pas pour tout le monde hein. Clairement je pense que pour beaucoup de gens ça va être considéré comme étant pas assez effrayant, mais pour moi c'était la juste dose de spooky, d'effrayant, de voilà, des petites vibes avec des fantômes, des choses, et en même temps pas trop, voilà, faudrait pas voilà, casser mon petit cœur. Donc du coup j'ai été agréablement surprise parce que vraiment c'était juste ce qu'il fallait pour moi pour être dans l'ambiance d'Halloween, pour être dans l'ambiance un petit peu mais en même temps ça va, j'en ai pas fait des cauchemars, j'y ai pas repensé pendant une semaine en mode c'était pile ce qu'il fallait. Il y avait énormément de références au cinéma et ça j'adore, parce que le cinéma c'est un truc auquel je me suis beaucoup intéressée pendant plein d'années. Là un peu moins, mais parce qu'au bout d'un moment quand on a trop de passion il faut faire le tri. Mais voilà, le cinéma c'est quelque chose qui résonne vraiment en moi, et du coup j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit un petit peu derrière la caméra quoi, et aussi le traitement qui est fait aux enfants acteurs, et voilà, il y avait plein de choses comme ça. Vous savez, les enfants acteurs aussi qui tombent dans la déchéance en grandissant parce qu'ils ont été surexposés, surmédiatisés, voilà, il y a beaucoup de thèmes là-dedans qui font que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'est, je pense, pile le truc qu'il faut lire à Halloween quand on peut pas lire des livres qui font trop peur mais qu'on a quand même envie d'être dans l'ambiance, et pas forcément de la fantaisie. Voilà, une histoire de fantôme, mais qui n'est pas de la fantaisie, je vous le conseille, franchement c'était vachement cool. Ça se lit vite, c'est pas le livre de l'année, mais c'était une bonne lecture pour moi.
Et ensuite j'ai enchaîné les 2 autres livres qui font partie du top 3 du coup de ce mois-ci. Et j'ai commencé par La Queen. V. Schwab, This Savage Song, le premier tome de Monsters of Verity, dont la suite sortira en février chez Lumel. Alors, dans cette histoire, on va suivre Auguste, qui est un monstre qui a une capacité un peu particulière, enfin, en fait, son groupe. Vous avez 3 catégories de monstres. Vous avez en très gros, même s'ils n'ont pas les mêmes noms, des loups-garous, des vampires et des sunai qui sont en fait des personnes qui en jouant de la musique peuvent voler l'âme de quelqu'un. Et du coup Auguste, lui c'est grâce à son violon qu'il peut voler l'âme de quelqu'un. Sauf que Auguste c'est aussi le fils adoptif d'un des 2 dirigeants de la ville de Verity. Parce que la ville de Verity elle est séparée en 2 espèces de clans. Vous avez la ville qui est coupée en 2 et chaque chef de gang entre guillemets a son territoire. Et donc lui c'est le fils d'adoptif d'un des chefs et surtout Auguste il n'a pas du tout envie d'être un monstre. Il se retient le plus de manger comme il appelle ça. Et quand il le fait qu'avec des personnes qui méritent de mourir. Des criminels en fait, et il essaye de faire ça le moins souvent possible parce qu'il n'aime pas cette partie de lui. Et on va l'envoyer dans un pensionnat où il va se retrouver à côtoyer la fille de l'ennemi de son père, qui elle est une humaine tout à fait normale, mais qui a soif de rébellion, de montrer à son père qu'elle est capable de faire des choses, qui est emprisonnée, qui a l'impression d'être une petite poupée alors qu'elle elle veut vivre, elle veut tout donner, et lui en fait sa mission surtout c'est de devenir ami avec elle pour lui soutirer les informations ou aussi pour pouvoir l'utiliser comme, outil de chantage en fait tout simplement. Et il faut dire que la Queen Schwab m'a encore complètement ébahie avec ce livre que j'ai dévoré comme Auguste pour dévorer une âme, puisque j'ai lu 400 pages en 3 heures d'un coup. J'ai fait allez je lis et en fait j'arrivais pas et je continuais, encore une page, encore un chapitre et j'arrivais pas à m'arrêter. Et c'était génial. Il y a des vibes en plus un petit peu presque Roméo et Juliette que j'aime beaucoup avec voilà ces 2 enfants qui sont dans des clans adverses et qui malgré tout, malgré la mission d'Auguste, finissent par vraiment avoir un attachement l'un pour l'autre. Vous avez beaucoup de questions sur le bien et le mal, aucun personnage n'est vraiment bon ou mauvais. Il y a cet univers qui est complètement non manichéen, et puis vous avez des retournements de situation, vous avez des personnages qui sont super bien creusés, vous avez une intrigue qui est assez originale, et puis il y a beaucoup de questions sur le confinement, puisque les humains en fait doivent rentrer chez eux après une certaine heure, sinon les monstres risquent de les dévorer, hein, tout simplement. Et puis voilà, je trouve que c'est un univers très brutal, très voilà, sanguinaire, et en même temps il y a une douceur et une poésie dans l'écriture, avec aussi le côté de la musique. Voilà, je trouve que les 2 se marient super bien, et malgré cette histoire un peu brute, il y a aussi voilà une douceur, une poésie qui fait que le mix des 2, ça rend un récit qui m'a complètement transportée. Voilà, j'ai vraiment adoré en fait cette histoire. J'ai vraiment hâte, et à la fois pas beaucoup d'avoir la suite, mais ça veut dire que cette duologie sera terminée. Mais en plus j'entends que apparemment la suite est encore meilleure. Alors voilà, j'ai vraiment hâte. J'espère pouvoir le trouver à Montreuil en avant-première, on verra. Mais c'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Ça a été un moment de lecture tellement agréable, et c'était à ça, mais à ça, d'être au-dessus de l'Empire du Vampire. Mais l'Empire du Vampire c'était quand même un monde tellement plus construit, tellement plus dense, qu'il a ma préférence, mais vraiment mon cœur balançait. Avant de faire cette vidéo j'ai réfléchi et mon cœur balance encore toujours. Mais voilà, c'est vous dire à quel point j'ai adoré cette histoire, que je trouve belle, magnifique, tout ce que vous voulez. Et waouh, et ça confirme encore plus mon amour pour l'autrice qui, je trouve, arrive à se réinventer totalement dans tout ce qu'elle fait. À chaque fois qu'elle fait une nouvelle saga ou un nouveau roman qui est tout seul, elle change complètement de domaine, elle change presque de manière de raconter l'histoire, tout en gardant à chaque fois une certaine poésie, mais elle change totalement son style, et elle se réinvente à chaque fois, même si on sait que c'est elle, parce qu'il y a un petit truc quand même dans sa plume qui fait qu'on reconnaît que c'est elle. Mais voilà, elle arrive à totalement nous épater, et c'est ça qui fait que je pense que certaines personnes vont aimer tous ses écrits et d'autres ne vont en aimer que certains,
Mais voilà, moi c'est définitivement une de mes autrices préférées. Là, au niveau des sagas que je n'ai pas lues, qui sont traduites en français, il ne me manque que Vicious, que je pense que je vais commencer peut-être en début d'année. En tout cas, je vais finir Shades of Magic en novembre. Mais voilà, c'est vraiment Vi Schwab, c'est une autrice qui je trouve a un très grand talent. Et enfin, le bon troisième de mon classement du mois d'octobre, il s'agit de La Cour des Ouragans de Victor Dixon, publié à la collection R. C'est le dernier tome de la première trilogie Vampiria, puisque c'est un univers qui va compter 12 tomes qui se répartit en 4 trilogies. Du coup, là, on a clôturé l'histoire de Jeanne alias Diane, et on va suivre d'autres personnages dans un autre endroit sur la deuxième trilogie. Ce qui fait que je considère quand même que ce sont des trilogies distinctes, même si elles sont dans un même monde. Voilà. Ce qui fait que très rapidement vous allez avoir un épisode de Série en folie sur la première trilogie de Vampiria. Donc pour ceux qui n'ont jamais lu Vampiria, c'est l'histoire de Jeanne, qui est une roturière en fait, et qui voit sa famille se faire massacrer devant ses yeux par des vampires, puisque le roi Soleil a trouvé le moyen de devenir éternel et que depuis des centaines d'années il est un vampire. Donc là en fait on est censé être à notre époque, mais en fait, avec tout ce qui s'est passé, on est resté dans un système très féodal, très arriéré en matière de technologie, et les vampires dominent le monde, tout simplement. Et du coup, Jeanne, pour se venger, elle va prendre l'identité d'une noble qui s'appelle Diane de Gastrefrisch, et elle va essayer de rentrer en fait à la cour du roi pour devenir son écuyère, pour être le plus près possible de son ennemi ultime. Voilà, en gros c'est ça l'histoire de base de Vampiria. Dans ce tome, tout simplement, l'immuable, donc Louis XIV, qui est le roi des ténèbres et non pas le roi Soleil, va tout simplement l'envoyer dans la mer des Caraïbes pour la marier à Palphébus, un pirate, pas vampire encore, mais un pirate qui sème le chaos et la désolation sur toute cette partie des mers comme ça vers les Amériques. Et Louis XIV, il aimerait bien s'en faire en allié. Clairement. Du coup il va essayer de marier Jeanne alias Diane, sauf qu'il ne sait pas qu'elle joue un double jeu, et elle aimerait bien le rallier à sa cause, à elle, et pas à celle du roi, voilà. Et on va suivre donc toute cette histoire à la Pirates des Caraïbes. Il y a des vibes énormes de Pirates des Caraïbes et ça j'ai adoré. Et surtout on va avoir une conclusion d'une histoire avec des détails qui font ultra sens et qui je pense ont été pensés dès le début par l'auteur. Avec énormément de détails historiques qui sont retranscrits dans une histoire fantasy, sans que ça vienne alourdir le récit, sans que ça fasse trop récit historique, mais juste des éléments, voilà, qui sont inclus et qui moi me faisaient fangirler mais à fond parce que j'adore l'histoire, et notamment le Roi Soleil, je suis très épatée par toute cette période, tous les personnages qui ont gravité autour de Louis XIV, et du coup connaissant un petit peu l'histoire, quand je retrouve ces petits détails qui sont parsemés comme ça, moi je kiffe, moi je surkiffe. Alors attention, hein, pour ceux qui n'aiment pas les récits historiques, ne vous inquiétez pas, ça n'en est pas du tout un, mais alors pas du tout, voilà, c'est de la fantaisie, mais il y a des petits éléments, voilà, qui font kiffer les fans d'histoire, clairement. Il y a aussi un dénouement à l'intrigue du personnage qui pour moi n'aurait pas fait sens si jamais on me l'avait dit au niveau du premier tome, enfin au tout début de... voilà, mais qui a été amené d'une façon si naturelle et si subtile et si logique en fait, que finalement en fait ça fait complètement sens. Et moi je suis très contente de la fin qui a été apportée à l'histoire de Diane alias Jeanne. Je ne vous dirai pas si on la reverra ou pas, parce que je peux pas vous dire, sinon ça vous donne potentiellement aussi des indices sur la fin. Ce que je peux juste vous dire, c'est que le point final qui a été mis à son histoire telle qu'on la connaît, pour moi est très satisfaisant. Voilà, je trouve que ça a été très bien fait. Il y a eu un tout petit moment, une petite centaine de pages, dans les grottes, pour ceux qui l'ont lu, sans trop en dévoiler, qui j'ai trouvé un petit peu long. Voilà, très honnêtement, il y a eu un passage un petit peu long, mais ça s'est bien rattrapé. Et surtout, quel talent, mais quel talent Victor Dixon, sa manière de faire des recherches et de les inclure et de... Voilà, moi je trouve que c'est quelqu'un de très intelligent et que même si on n'aime pas ses écrits, on ne peut pas ne pas dire que dans sa façon d'écrire, il a une intelligence, ce garçon, enfin cet homme, vraiment une intelligence
qui moi me bluffe à chaque fois et c'est ce qui fait que par exemple là j'accroche grave à l'histoire, du coup je suis trop fan. Phobos par exemple, j'accroche beaucoup moins à l'histoire, mais tout ce qui fait que l'auteur écrit bien, qui retranscrit plein de recherches qu'il a fait, qu'on sent qu'il a travaillé son sujet, ça fait que j'aime quand même bien l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vu que j'aime encore plus l'histoire, ça fait que voilà, c'est une lecture incroyable pour moi. Mais voilà, je pense que qu'on aime ou pas l'histoire, on peut pas nier que ce mec a un talent ouf. Voilà. Voilà. Et c'est sur ces belles paroles de fangirl que je vais clôturer ce bilan. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lequel de ces livres vous tente le plus, si vous en avez lu, si vous comptez en lire, tout ça, tout ça. Voilà, moi je vais retourner à ma lecture puisque j'ai retrouvé un rythme plutôt sympa. Ça faisait 2 mois que j'étais un petit peu, voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Il y a eu pas mal de déceptions, il y a eu pas mal de choses aussi dans ma vie personnelle qui ont fait que j'ai eu un peu de mal à me remettre à lire. On a tous des périodes comme ça, un peu, voilà. Et puis là en ce moment je suis à fond dedans, donc je vais retourner à ma lecture. Si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un like ou un commentaire. Ce sont les bienvenus et je vous remercie en tout cas pour votre soutien depuis que j'ai commencé. Vos commentaires à chaque fois je suis trop contente en fait de vous lire et de pouvoir partager avec vous, ça me fait vraiment du bien. Et puis bah écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.